Nous souhaitons remercier à notre tour le public venu nombreux aujourd'hui afin d'assister à ce colloque. L'atelier que nous allons animer maintenant est le dernier d'un cycle de 4 ateliers. Il clôture alors cette journée d'études sur les enjeux éthiques et philosophiques de la communication. Et c'est en quelque sorte le point d'ordre de nos réflexions puisqu'il interroge les voies de sortie que propose la communication aux multiples crises que nous traversons et que nous avons évoquées aujourd'hui. Cet atelier se présente sous la forme d'un entretien de 30 minutes entre notre invitée Émilie Thierry et Charles Reynaud sur la thématique de la com for good. Donc, c'est une notion qu'il s'agira d'interroger en profondeur, qu'on peut pour le moment traduire de manière littérale et quelque peu hasardeuse par la communication pour le bien. Et donc, après cet entretien de 30 minutes, nous vous proposerons un temps d'échange de 15 minutes dans lequel vous pourrez nous faire part de vos interrogations et de vos remarques. Et je vous inviterai à poser toutes vos questions via l'outil chat et nous tâcherons de vous les faire remonter afin d'y répondre dans la dernière partie de cet atelier. Donc, pour discuter de ces enjeux, nous recevons aujourd'hui Madame Émilie Thierry, directrice du média de Good, directrice consulting et diversification des offres chez Influencia et enseignante dans le master conseil éditorial à l'Université de la Sorbonne. Madame Thierry, bonjour. Bonjour. Vous avez fait des études de finance et marketing à Sciences Po Strasbourg et un master marketing et stratégie de communication au CELSA. Vous avez par la suite occupé des postes dans la publicité ainsi que des postes dans la communication corporate dans de grandes agences de com, notamment chez TBWA, mais aussi travaillé dans la communication politique en tant que conseillère presse et communication au cabinet du secrétaire d'État au budget et aux comptes publics. Donc aujourd'hui, vous êtes directrice de Good.fr, donc un média lancé par Influencia en 2020 et dont la ligne éditoriale est d'accompagner la transformation écologique, sociale et solidaire des marques et des entreprises. Donc des solutions initiatives portées par des entreprises qui, elles aussi, ont le mot good sur les lèvres. Ce terme good aujourd'hui est à la mode. Dans le monde de l'entreprise, on parle de tech for good, d'invest for good, de goodvertising. Il est souvent associé à la préposition en langue anglaise for et donc à l'expression d'un but, le pourquoi en 2 mots. Le secteur de la communication s'est lui aussi approprié le terme good et a forgé le concept de com for good qui a, je le disais, des traductions multiples. Donc, communication positive, responsable, impact ou encore communication pour le bien commun. Ma première question est simple. Et qu'est-ce qu'on entend par le good dans le secteur de la communication ou qu'est-ce qu'une communication for good? Vous m'entendez bien? Oui, parfait. Super. Merci beaucoup, Soukaina et Charles. Je suis très contente de vous retrouver, de retrouver une partie des étudiants de votre promo et j'ai vu qu'il y avait aussi quelques étudiants des promos précédentes, donc un grand plaisir de vous retrouver. Merci pour votre invitation. Quand on parle de com for good, ce qui vient tout de suite à l'esprit, c'est la communication pour les grandes causes. Et c'est, comment dire, c'est normal et logique puisque pendant longtemps, le secteur de la communication et notamment le secteur de la publicité, c'est beaucoup illustré sur les grandes causes type WWF, Surfrider, AIDS ou ce type de cause à défendre parce qu'en fait, quand ils allaient à Cannes, au Grand Prix, au Cannes Lions, qui sont les grands prix de la publicité, alors que sur des marques traditionnelles comme je sais pas, Unilever ou Coca-Cola, ils avaient un peu de mal à faire preuve de créativité. Sur les campagnes qui défendaient des grandes causes, ces marques d'un coup pouvaient, enfin les agences d'un coup pouvaient révéler leur créativité
en faisant des gros coups publicitaires sur des campagnes pour lesquelles il n'y avait pas vraiment de brief et où ils pouvaient vraiment laisser place à toute leur imagination et créer aussi énormément d'impact, ce qui était recherché par la publicité. Donc ça, on va dire que c'était la com for good des années 90-2000, même encore 2010, où on voyait vraiment un gros engagement en ce qu'on appelle en pro bono pour les grandes causes de la part des agences de communication et les grands groupes de communication. Et puis, ce mot for good a commencé aussi à circuler dans d'autres secteurs. Vous parliez de tech for good. J'ai reçu il y a 2 heures un emailing qui me parle d'innovation for good. On parle de business for good. Et aujourd'hui, effectivement, donc, le for, comme vous le traduisez par le pourquoi, c'est effectivement la question de l'utilité d'un secteur économique pour l'ensemble de l'économie et pour l'ensemble de la société. Ce qui m'intéresse, ça va peut-être, avant de traduire le com for good, c'est peut-être de parler de good et de ce qu'on met derrière. Nous, The Good en tant que média, qui se veut justement être un peu le média de la good economy ou le marqueur de la good economy, c'est notre signature. On a essayé de travailler avec des sémiologues sur ce sujet-là. On a notamment travaillé avec Mariette Darigan qui nous a un peu donné, elle, son point de vue sur le good et sur la définition du good. Et effectivement, le good, comme vous l'avez dit, ça peut être traduit de manière littérale par le bien, mais ça peut être aussi traduit de manière littérale par le bon. On est bien embêté en français puisqu'on a déjà 2 traductions pour un mot, le bon et le bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a gardé dans sa langue native. En anglais, qu'on parle de good et qu'on ne s'est pas amusé à le traduire par le bon ou par le bien, puisque le concept en anglais est du coup beaucoup plus riche. Mais au-delà du bon et du bien, le bien, l'éthique, le bon pour la santé, le bon pour la planète, le bon pour le bien-être. Moi, j'aime bien dire que le good, finalement, c'est le bien commun ou les biens communs. Le bien commun au sens de l'intérêt général, et puis les biens communs qui sont les biens non appropriables, on va dire, qui ne sont ni des biens détenus par des acteurs privés, ni des biens détenus par des acteurs publics. Et je pense évidemment à l'air que nous respirons, à la terre, à l'eau, à la mer. Et donc, c'est l'ensemble de ces biens-là qui font partie de ces biens communs et qui font partie, pour moi, intégrante du good. Donc, si je devais résumer cette notion de for good et de communication for good, moi, je l'expliquerais ainsi. Moi, ce serait la capacité du secteur de la communication à mettre son énergie à préserver le bien commun et les biens communs, d'un point de vue environnemental, social et sociétal. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire se saisir des enjeux actuels, de la société actuelle, de lutte contre le réchauffement climatique, de préservation des ressources, qu'elles soient naturelles et humaines, de la réduction des déchets, de l'amélioration de la diversité et de l'inclusion dans la société. Donc ça, qui sont vraiment des enjeux qui sont communs à tous dans la société, et puis des enjeux qui lui sont propres à la publicité et à la communication, qui sont à la bonne information des consommateurs. Et du coup, la com for good, c'est vraiment cette capacité à intégrer à ces activités économiques l'ensemble des enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux actuels et futurs, et de repenser finalement son rôle, enfin à la fois son rôle et ses pratiques. Et j'insiste sur ces 2 piliers. Pour moi, la com for good n'existe qu'à partir du moment où le secteur réfléchit vraiment à son rôle et à ses pratiques. Merci pour ces premiers éléments de définition et ces éléments historiques que vous nous apportez et qui aident à comprendre cette notion complexe et parfois fourre-tout. Vous avez raison. Peut-être pour compléter cette définition avant de changer de sujet, peut-être 2 mots donc sur les implications de cette définition. Est-ce que finalement parler de la com for good,
c'est repenser la communication selon une perspective morale. Vous parlez donc de la capacité du secteur de la communication à préserver le bien commun, à se saisir de ces enjeux. Est-ce que ça signe une façon de se saisir la communication d'une nouvelle manière qui serait morale? Je partage effectivement ce point de vue de redéfinition d'une perspective morale du secteur et du rôle du secteur. À la fois parce que, on verra peut-être tout à l'heure, mais la communication et la publicité sont le bras armé du capitalisme. On ne va pas se mentir, enfin en tout cas en ce qui concerne les entreprises et les marques. Et de fait, aujourd'hui, face aux enjeux qu'on a affrontés, on est obligé de questionner le modèle dans lequel on intervient et du coup, d'agir à la fois un peu comme un aiguillon, mais vraiment de pouvoir revoir l'ensemble intégralement de ces pratiques et de repenser aussi son rôle comme je disais, un aiguillon, mais aussi un médiateur. Enfin, voilà, ça entraîne pour moi pas mal de changements, en tout cas dans le rôle des publicitaires et des communicants aujourd'hui. On le voit, à la fois ils sont acculés par des activistes, on le voit à travers en ce moment la loi climat et résilience et le nombre d'amendements qui sont déposés à l'Assemblée sur le rôle de la publicité. On a vu qu'il y avait une loi E20 sur le climat pour interdire certains types de publicité. Donc c'est un secteur qui est aujourd'hui obligé de toute façon de repenser son rôle et de repenser ses pratiques si tout simplement il ne veut pas disparaître ou être disrupté. Merci beaucoup pour cette réponse et pour ces approfondissements. Vous parliez du rôle des publicitaires et des communicants. J'aimerais vous interroger sur le rôle des citoyens que nous on peut jouer dans la définition du good. On lit souvent donc sur la communication responsable qu'elle souhaite placer ce citoyen et le consommateur au cœur des décisions de l'entreprise. Cette idée, elle va aujourd'hui à rebours de ce qu'est aujourd'hui l'économie de marché, qui a largement dissocié l'acte de consommation de l'acte de production. Ce que j'entends par là, c'est qu'aujourd'hui encore, le produit que moi je vais consommer, il est encore souvent conçu loin de mon regard par des personnes que je ne connais pas, qui me sont étrangères, par des procédés techniques qui sont eux-mêmes inconnus. Donc, comment donc placer le citoyen consommateur au cœur des décisions dans un monde qui est lui encore largement dominé par cette économie de marché? Comment ça se traduit concrètement? Quel rôle finalement nous, citoyens, on peut jouer dans cette définition du good? Je vois, enfin, il y a beaucoup de questions et je pense que ça mériterait qu'on y passe pas mal de temps. Mais si je devais résumer, enfin, voilà, deux choses moi qui m'ont interpellée dans vos questions, il y a à la fois le côté un peu irréconciliable de l'économie de marché et de la consommation responsable. Nous aujourd'hui, enfin voilà, chez The Good et auprès des professionnels, enfin des entreprises et des professionnels de la communication, on se bat aussi pour que les deux puissent être justement réconciliables et que on puisse faire rimer écologie et économie. Et j'ai envie de dire, le capitalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui a bien conscience que je ne vais pas dire que c'est sa fin ou c'est sa mort programmée, mais que sans réforme, il n'ira pas bien loin. Et j'ai deux choses derrière ça. La première, et on y reviendra un peu plus longuement, c'est que l'économie de marché suit finalement ce que veut le consommateur. Et si le consommateur ne veut pas consommer des produits de mauvaise qualité et qui préfère faire ces petits plats plutôt que d'acheter des plats surgelés, le pouvoir est du côté du consommateur. On y reviendra un peu plus longuement. Et puis, l'autre chose, enfin l'autre mouvement qu'on observe aujourd'hui, c'est que la finance, qui est aussi l'aiguillon du capitalisme, est en train de réorienter massivement ces investissements vers des investissements plus durables, plus responsables. On a vu très récemment Xavier Niel et Mathieu Pigasse, qui sont deux pontes de la finance française, investir dans une société qui s'appelle 2MX Organique,
qui aura vocation à n'investir que dans des projets de biens de consommation durable. On a une entrepreneuse du digital, Marie Eklund, qui a lancé un fonds de 2050 pour soutenir justement les projets de long terme. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a quand même un mouvement massif d'un point de vue économique qui se dirige vers la consommation et la production de biens plus responsables et plus durables. Mais tout ça n'existe que parce que le consommateur s'est mobilisé et que le consommateur a pris les devants, entre guillemets, en interpellant de plus en plus les entreprises. Moi, il y a un concept que j'adore qui vient de Trend Watching, un média américain spécialisé dans la com, le marketing, et qui parle du passage de la black box à la glass box, de l'entreprise qui était cette boîte noire dans les théories économiques et qui devient cette boîte transparente dans laquelle l'ensemble des individus peuvent voir ce qui se passe sur l'ensemble de la chaîne de production de l'entreprise. Et en fait, pourquoi je vous parle de cette glass box, c'est parce qu'en fait, avec l'avènement du digital, qui a rencontré aussi des crises sanitaires, je pense, il y a eu la crise de la vache folle, on a eu aussi des crises autour du lait, on a eu la crise du cheval Findus dans les plats surgelés, et de plus en plus, les consommateurs, via le digital, ont eu des outils pour pouvoir se mettre au niveau des entreprises et les interroger, les interpeller sur leurs pratiques. Et on l'a vu au début des années 2010, la communication corporate a pris de plus en plus d'ampleur dans le secteur de la communication, où les entreprises se sont trouvées obligées d'être plus transparentes sur leurs pratiques. Et donc ça, pour moi, c'est la première dimension, le premier rôle, entre guillemets, du citoyen consommateur aujourd'hui pour la Com for Good, c'est vraiment cette lutte pour la transparence, pour vraiment, le consommateur veut savoir comment son produit est produit. Et d'ailleurs, je fais un petit aparté là-dessus, on voit aussi apparaître aujourd'hui dans la consommation un grand phénomène. Pendant longtemps, la consommation responsable, c'était la consommation bio, c'était la consommation de produits avec des labels, commerce équitable. Et aujourd'hui, quand on interroge les Français, ce qui répond en premier lieu dans la consommation responsable, c'est la production locale. Et qu'est-ce qu'il y a derrière la production locale? C'est cette capacité de presque toucher du doigt le producteur et du coup d'avoir l'impression de savoir comment les choses sont produites, à la fois dans ces usines, parce qu'il y a une proximité culturelle, parce qu'il y a une proximité de normes, et puis aussi d'aller voir le producteur à la sortie de son champ pour acheter ses pommes de terre. Et donc, on sent que voilà, ce lien se recrée entre le consommateur et le producteur, à la fois donc, dans une demande de transparence et dans une demande de local. Après, pour moi, la deuxième dimension, c'est l'évolution des modes de consommation sur la dernière décennie. Et je vous disais que le capitalisme, aujourd'hui, va dans le sens de la consommation aussi et de ce que va faire le consommateur. Et on note vraiment une rupture que je situe autour des années 2008 avec la crise financière des subprimes, donc post-2008, avec l'avènement de l'économie collaborative et de l'économie du partage. Et on est passé d'une consommation liée à la possession, où le plaisir de consommer était lié à la possession, à un plaisir de consommation lié à l'usage. Et en fait, c'est une grande rupture dans la manière d'appréhender sa consommation, c'est-à-dire qu'on ne cherche plus à acheter des biens, on cherche à louer et à utiliser des services. Et donc ça, voilà, c'est aujourd'hui, quand vous regardez Netflix, quand vous écoutez de la musique sur Spotify ou sur Deezer, vous êtes dans la consommation de services et vous n'êtes plus dans la consommation de biens. Alors certes, ça peut parler de biens culturels, mais vous n'achetez plus de CD ou de DVD au sens bien physique du terme. Et cette transformation de la consommation, elle s'est aussi suivie par la crise du Covid qu'on est en train de traverser et le consommateur aujourd'hui a
touché du doigt son rôle et l'empreinte de sa consommation sur la société, sur l'environnement. On l'a vu qu'évidemment, la réduction de la circulation, ça a baissé la pollution, qu'on voit les animaux revenir en ville. On voit l'empreinte positive sur son quartier, sur son environnement, quand on recrée du lien avec ses voisins, ses petits commerçants, ou quand on se remet au fourneau ou à faire soi-même ses objets. Donc en fait, aujourd'hui, on a une vraie transformation aussi des modes de consommation et auxquels sont sensibles évidemment les entreprises. Et puis, pour moi, le troisième levier aujourd'hui qu'a un consommateur quand il veut interagir et avancer pour le good, et notamment faire avancer les entreprises au niveau du good, c'est le point de vue, on va dire, talent et recrutement. On se rend compte aujourd'hui, notamment chez les millennials et encore plus chez la génération Z qui arrive, c'est que, je sais pas vous, hein, mais est-ce que, j'ai pas l'impression que votre promo ait envie d'aller travailler pour des entreprises polluantes. J'ai pas l'impression que votre promo elle ait envie d'aller travailler pour des gros énergéticiens ou en tout cas des gens qui sont des grosses industries un peu polluantes ou pas très saines d'un point de vue de la consommation ou pas très réglo d'un point de vue de la production. Et ça, c'est un vrai pouvoir aussi qui fait changer de mentalité les entreprises. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment ces trois dimensions-là aujourd'hui dans ce rôle du citoyen consommateur. Et puis, j'en rajouterai rapidement un quatrième qui est le vote, parce que c'est aussi par la législation qu'un citoyen peut faire changer les choses. On le voit à Paris, enfin, c'est pas en interdisant la publicité pour certaines grosses voitures qu'on va réduire l'envie d'avoir certaines grosses voitures. Par contre, c'est en interdisant certains modèles de voitures diesel qu'on limite les achats, ou alors c'est en augmentant la taxation sur le diesel qu'on limite les achats diesel et qu'on arrive, comme l'année dernière, à avoir beaucoup plus d'achats de voitures électriques ou hybrides et moins de voitures diesel. Merci à nouveau pour cette réponse à une question, je l'avoue, qui était complexe. Et on reviendra peut-être sur la législation en fin d'entretien. Vous parlez de la transformation. La Com for Good, c'est une communication qui se veut transformative. Cette transformation, elle a lieu sur les activités même de l'entreprise et sur sa manière de communiquer et peut-être d'apporter des nouvelles représentations plus justes, plus inclusives de nos sociétés. Donc il y a deux pôles, l'activité, le business et la communication corporate. Donc traditionnellement, on opposait ces deux communications. Ces dernières années, le fossé entre les deux a eu tendance à s'affaisser. Les enjeux business de l'activité ont rejoint ceux de la marque. Aujourd'hui, quand on se réfère au baromètre, aux études, on voit que les attentes des citoyens, elles sont clairement formulées. Ils souhaitent que les marques, elles s'engagent et prennent le relais des institutions politiques pour adresser les crises que nous traversons encore plus aujourd'hui pendant la crise sanitaire. L'enjeu pour ces marques, c'est donc d'intégrer ces problématiques dans leurs activités, donc dans leur business et dans leur communication. Aujourd'hui encore, une majorité des marques fonctionnent sur des modèles énergivores. Je pense à certaines multinationales, à des entreprises dans le secteur des loisirs, de l'automobile. N'y a-t-il donc pas un risque de confusion dans le discours chez le citoyen consommateur? Jusqu'où les marques doivent-elles se positionner dans leur discours? Et est-ce que finalement une communication for good n'est pas aussi celle qui dit ce qui n'est pas good au sein de l'entreprise et qui dit plutôt le chemin qui reste à parcourir? C'est marrant quand vous avez parlé de confusion, en fait, ça m'a fait me rappeler que pendant très longtemps, les directeurs RSE étaient souvent des directeurs de la communication. Et en fait, on a eu tendance à placer les sujets de la RSE dans des sujets de communication corporate. Ce qui fait que, pour moi, à mon sens, ça a desservi le sujet de la RSE, puisqu'on l'a longtemps vu comme un sujet de communication ou comme un outil, et non pas comme une stratégie et comme la capacité à revoir son business model intégralement. Et
Et du coup, le corollaire de tout ça, c'est aussi que la communication RSE, pendant longtemps, a été vue comme du greenwashing, parce qu'en fait, le discours n'était pas aligné aux actes. Et on a eu beaucoup de déconvenues sur des entreprises qui s'engageaient sur des grands plans de RSE et qui, dans les faits, ne faisaient pas grand-chose et donc ont amené au greenwashing. Donc, une entreprise qui n'aligne pas son discours et ses actes, pour le coup, va droit dans le mur et c'est tout le rôle effectivement des marques aujourd'hui de travailler, de retravailler leurs produits, de retravailler leurs services sous un prisme beaucoup plus green ou beaucoup plus good. La communication, ça peut aider, puisqu'en fait, en étant certainement des services de l'entreprise les plus à l'écoute des consommateurs et des clients, par les études marketing, parce que c'est les services com qui parlent sur les réseaux sociaux, qui dialoguent avec leurs clients, et puis aussi parce que souvent, c'est eux qui sentent l'air du temps et qui voient un peu dans quelle direction on va. Les services com doivent être un aiguillon de la transformation des entreprises. Elles doivent alerter que les patrons d'entreprise et leurs collègues de la nécessité de se transformer. Et puis aujourd'hui, on est de toute façon à un momentum moi je parle beaucoup d'alignement des planètes du good. On l'a vu à la fois dans le désir des consommateurs de changer radicalement leur consommation et dans leur attente aussi des entreprises d'un engagement pour donner et vendre des produits qui soient beaucoup plus responsables, de revoir aussi les services qui leur sont proposés. Et du coup, aujourd'hui, on est dans cet alignement de planète qui fait que les entreprises ont tout intérêt à se transformer vers une économie plus respectueuse des ressources naturelles et humaines. Je citais une étude que j'ai vue la semaine dernière d'Elan Edelman sur le rôle des entreprises. Et en fait, aujourd'hui, là où dans la culture française et latine, on était assez réservé sur le rôle de l'entreprise et sa capacité à œuvrer pour le bien commun, les cultures anglo-saxonnes l'ont intégré depuis bien longtemps et le purpose fait partie et le rôle social des entreprises fait partie de la culture des business anglo-saxons. Et c'est vrai qu'en France, on commence vraiment tout doucement à percevoir le rôle des entreprises dans la société. On l'a vu avec la crise, avec des boîtes comme LVMH qui d'un coup se sont mis à produire du gel hydroalcoolique, pour Armor Luxe qui a fabriqué des masques. D'un coup, on s'est dit, en fait, sans les entreprises, on ne peut pas grand-chose. Et les entreprises ont compris qu'elles pouvaient aller au-delà de leur rôle économique pour aider, pour avoir une contribution positive pour l'ensemble de la société. Et donc, il y a cette prise de conscience-là. Donc, l'étude Elan Edelman disait que post-Covid, finalement, les seuls qui tirent leur épingle du jeu en termes de confiance, ce ne sont plus du coup les institutions publiques, ce sont les entreprises et notamment les entrepreneurs qui gagnent qui sont à 70% de compatriotes déclarent avoir confiance en leur employeur et souhaitent que les dirigeants et particulièrement les CEO deviennent leaders du changement. Donc on sent qu'il y a vraiment cette appétence, cette demande aujourd'hui des consommateurs et des citoyens pour que le changement vienne de la part des entreprises. Et donc, vous parliez de marque tout à l'heure. Effectivement, pour moi, la clé, elle est dans la capacité des entreprises à transformer leur modèle d'affaires en intégrant l'ensemble des contraintes écologiques, sociales, sociétales dans leur business model. Et il y a quelques marques aujourd'hui qui réussissent bien à le faire. C'est ce qu'on appelle les SNVB, les Sustainable Native Vertical Brands, dans la suite des DNVB, des Digital Native Vertical Brands, qui sont des petites marques qui se montent sur un produit en particulier et qui ont choisi de
revoir l'intégralité de la chaîne de production pour les ventes par le digital pour les DNVB et de les transformer de manière totalement durable pour les SNVB. Je pense notamment à des marques comme 1083 qui aujourd'hui, de par leur production 100% française, donc 1083, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque de jeans qui s'appelle 1083 parce qu'en fait, c'est la distance maximum entre les deux pôles de l'hexagone en France, quoi. Et du coup, c'est une marque qui se veut production 100% française, qui va aller sourcer un maximum de son matériel en France, qui va produire et qui est fabriqué notamment dans les usines textiles des Vosges, qui vont faire attention au mode de livraison. Et donc, sur l'ensemble de la chaîne, ils vont intégrer les contraintes de développement durable, les enjeux sociaux et sociétaux qui sont les nôtres. Et pourquoi je vous parle de ces marques-là? C'est parce qu'en fait, ce qui est impressionnant dans ces marques, c'est qu'aujourd'hui, elles sont totalement alignées dans leur dire et dans leur faire. Je vois qu'il y a un Vosgien par Clozo, vive la Lorraine. Alors, je me retrouve dans une autre salle. C'est très bizarre. Oui, effectivement, on ne vous voit plus. Voilà, je me retrouve avec Pierre, Monique. Ok, pardon. Donc oui, je disais, c'est SNVB, qui viennent aussi disrupter et faire bouger les plus grandes marques et qui ont cet avantage donc d'être très alignés à la fois dans leur façon de produire et dans leur façon de vendre d'une manière très durable. Et c'est ce qui va quelque part faciliter aussi le rôle de la communication, c'est que du coup, on aura une communication qui sera plus facile et avec moins de risque de greenwashing, puisqu'il y aura une transformation à la base du modèle économique de l'entreprise. Et donc, ça permettra vraiment d'aligner jusqu'au dire la dimension good d'une marque. Oui, et finalement, peut-être que ces marques, elles sont aussi porteurs d'un nouveau modèle économique. Quand je vous parlais du modèle économique de marché, ces marques-là, c'est des marques plutôt donc régionales, ce que je comprends, et locales, donc qui sont peut-être sur des modèles économiques plus de proximité. Et peut-être que effectivement, on parlait de la confiance aussi, ces enjeux de confiance, ils ont aussi ils dépendent aussi peut-être de cette proximité qu'on peut avoir avec la marque. Merci pour cette réponse. Peut-être une dernière question qui fait écho à l'actualité. Qui pense le goût de manière concrète. On parlait ce matin de la Convention citoyenne pour le climat qui a dévoilé ses 150 propositions, parmi lesquelles on retrouve la régulation de la publicité, dans l'objectif de réduire les incitations à la surconsommation. À l'Assemblée, le groupe parlementaire Écologie, Démocratie, Solidarité a présenté, lui, une proposition de loi pour faire de la publicité un levier au service de la transition écologique. Dans les mois qui ont suivi, les professionnels de la communication et de la publicité ont eux organisé les premiers états généraux de la pub et de la com, dont l'une des thématiques était justement la communication responsable. Donc j'aurais deux questions rapidement pour finir. Est-ce que, si on peut l'appeler comme ça, la bataille du récit peut-elle et doit-elle être menée par les professionnels, la publicité elle-même? Et justement, à l'aune de ces états généraux et de ces réflexions qui ont eu cours dans le secteur, quelles sont selon vous les missions d'une publicité responsable? J'aime beaucoup cette idée du porter le récit. Moi, je pense qu'effectivement, le récit ne doit pas être porté seul par la publicité. Enfin, à la fois à l'aune de ce que je viens de vous raconter sur le rôle des marques et la transformation des business models. Aujourd'hui, on accuse la communication et la publicité on les attaque sur les mots MAUX et pas sur les mots MOTS qu'elle véhicule, mais la publicité, c'est l'arbre qui cache la forêt. Aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, sur les véhicules, c'est pas en interdisant la publicité sur les véhicules, et on le voit bien sur la loi E20, les gens continuent à fumer, les gens continuent à boire. Donc le sujet, il est comment concrètement
on réforme en profondeur les modèles d'affaires, les business models, pour que la consommation soit transformée de manière durable. Après, la publicité, à la fois en tant que secteur industriel propre, a aussi beaucoup d'efforts à faire pour être plus green, pour être plus responsable. C'est à la fois dans ces modes de production, je crois que cet après-midi vous aviez parlé de l'éco-conception, mais c'est est-ce qu'on a besoin d'aller en Afrique du Sud avec une équipe de 20 personnes pour faire un tournage publicitaire, alors qu'on peut le faire à Maubeuge dans un studio. Je vous l'accorde, c'est moins sympa que le Club Med de Punta Cana, mais en termes d'impact écologique, c'est quand même plus raisonnable. Est-ce que se questionner aussi sur les stéréotypes qui sont véhiculés par la communication, travailler en tant que secteur sur plus de diversité et plus d'inclusion au sein des agences de communication, des agences de pub ou même chez l'annonceur, puisqu'on se rend compte qu'on a quand même un vrai sujet au niveau de l'égalité, même homme-femme. La communication, c'est 70% de femmes, 30% d'hommes. Et dans les COMEX des agences de communication, vous avez 30% d'hommes, 70% de femmes. Non, pardon, le contraire. Vous avez 70% de femmes et 70% d'hommes et 30% de femmes dans les COMEX. Et je lisais un article dans Uzbek Erika sur Panique dans la publicité. Il y a sur 7 répondants, 7 hommes qui répondent. Donc, on a quand même encore quelques menus travaux à effectuer pour rénover la maison de manière un peu plus durable et responsable. Ça, c'est vraiment donc, sur la partie voilà, le questionnement sur les pratiques, mais après, c'est aussi les questionnements dans leur rôle. Moi, je pense que la communication et la publicité doivent travailler vraiment aux questions des représentations et de ce qu'elles rendent désirables. Effectivement, si on met quelqu'un de désirable dans une grosse voiture, ça rendra l'objet plus désirable que si et demain la publicité doit aussi promouvoir des stars non pas au volant de gros 4x4 SUV, mais plutôt de mettre des stars dans une petite voiture et pas de laisser les petites voitures hybrides et agiles aux jeunes étudiants et aux jeunes femmes actives urbaines. Vraiment toutes ces questions de représentation voilà, de ce qui est désirable, c'est la question aussi des stéréotypes, comment on fait pour lutter contre les stéréotypes de genre, les stéréotypes aussi liés aux minorités, qu'elles soient sexuelles ou ethniques, la représentation des seniors, la représentation des personnes handicapées. La publicité a vraiment intérêt aujourd'hui à aller chercher être le reflet de la société dans son ensemble pour être aussi plus responsable et créer aussi moins de frustration. On l'a vu beaucoup, il y avait beaucoup de débats par un moment sur les photos retouchées, sur le fait de montrer aussi des mannequins qui sont tellement éloignés de la vie réelle. Enfin, on a des jeunes filles qui se rendaient anorexiques pour pouvoir ressembler à leurs idoles. Donc, aujourd'hui, voilà, on voit que la publicité travaille sur ce body positive. On voit de plus en plus de marques, même de sous-vêtements, qui vont avoir 5, 6, 7 mannequins différents avec des tailles différentes, des formes différentes. Et c'est tant mieux et c'est voilà, d'autant plus responsable. Et puis après, la communication a évidemment un rôle dans le fondement même de son métier, qui est de toucher en plein cœur les consommateurs, les citoyens, avec des messages justes, avec des messages impactants, avec des messages pertinents, envoyés au bon moment. Et on sait que la publicité, elle a un rôle fort dans les bonnes recommandations qui vont être données aux citoyens. J'ai bossé chez Australie il y a quelques années. On travaillait sur les campagnes de l'assurance maladie sur les antibiotiques. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Et en fait, avec juste un slogan et une répétition publicitaire, on a réussi à transformer l'usage même des antibiotiques et à réguler l'usage même des antibiotiques, qui était un des gros sujets de l'assurance maladie, à la fois parce que ça coûte cher à rembourser et aussi parce qu'on crée une résistance aux antibiotiques et donc voilà, il y avait aussi des problèmes sanitaires derrière. Donc, tout ça pour dire que le rôle de la publicité, il est encore majeur et il faut en faire un allié de la consommation responsable plutôt que d'en faire un ennemi. Et
enfin, ce que font ceux qui portent des arguments sur la loi Clément, la loi Évin Climat ou ce genre de propositions. Merci beaucoup pour cet entretien. Je vois qu'il n'y a pas forcément des questions dans le chat, donc peut-être terminer par une dernière question et après on conclura cette journée d'études. Donc je m'adresse à vous, directrice du média The Good. Donc en tant que directrice, peut-on être dans des valeurs positives, donc dans des valeurs du good, sans être dans le combat politique, ou est-ce qu'il y a une idéologie du good? Qu'en pensez-vous? Je pense qu'on a forcément l'écologie et la défense des intérêts, l'intérêt général, c'est éminemment, ça vient éminemment d'idéologie. Donc voilà, on ne va pas nier le fait que derrière il y ait une forme d'idéologie, mais c'est pour moi avant tout des valeurs, et c'est des valeurs qui sont partagées de plus en plus par le plus grand nombre. Et puis c'est aussi répondre à une forme d'urgence, l'urgence climatique, les urgences sociétales. Enfin voilà, on a besoin aujourd'hui, quand on voit des mouvements comme aux États-Unis, Black Lives Matter, d'autres mouvements comme en France les Gilets jaunes, on ne peut pas passer à côté de ces mouvements-là. Et du coup, voilà, pour moi, ces valeurs doivent être partagées à un maximum. Et là où vous avez raison, c'est qu'effectivement, il y a encore un combat, il y a encore un combat à mener. Je faisais un édito ce matin dans The Good sur le cas Danone. Justement où certains voudront y voir un peu l'idiot utile, je les ai appelés, parce qu'en fait certains vont se saisir de ce qui se passe chez Danone et de l'éviction d'Emmanuel Faber de la présidence de Danone, comme vous voyez, il a voulu mettre de la RSE dans la stratégie de son entreprise, et puis il se fait virer, c'est que la RSE ça fonctionne pas et que ça apporte des mauvais résultats, et voilà. Donc certains voudront vont faire résonner cette petite musique, et aujourd'hui on a tout intérêt à montrer qu'en fait on peut réconcilier écologie et économie. Après c'est aussi une idée, certains vous diront que c'est irréconciliable, moi je pense que les deux sont réconciliables, et donc oui on peut réconcilier les deux, et c'est un combat, et c'est un combat qu'on doit porter régulièrement. Je pense que c'est un sujet dans la formation. Alors même si aujourd'hui, vous, millennials, génération Z, vous êtes très sensibilisés à tous ces sujets-là, il faut qu'on puisse passer de l'état de citoyen à l'état d'acteur économique qui peut aussi porter ces enjeux-là au sein de ces entreprises. Voilà. Je vois une question d'Audrey, pardon. Est-ce que le récent licenciement d'Emmanuel Faber ne nuance pas le constat d'une marche avant du renouveau du capitalisme à l'aune de l'engagement RSE nécessaire des entreprises? Voilà, je pense que justement, c'est ce type d'arguments qui vont être avancés, et en fait, chez Danone, la crise, elle était au-delà de la stratégie RSE, et d'ailleurs, les fonds activistes, a priori, n'ont pas forcément remis en cause cette stratégie-là. C'était plus une question de gouvernance et de management liée à la personnalité d'Emmanuel Faber plus que sa stratégie, qui ont été remises en cause. Et en fait, aujourd'hui, les études sont quand même assez nombreuses sur le lien entre capitalisme social et rentabilité, profitabilité. Alors certes, pas des chiffres à 15, 20, 30%, et encore, aujourd'hui, quand on voit la CAMIF qui a décidé de reproduire l'ensemble de ces meubles en France, ils ont fait plus 44% de chiffre d'affaires l'année dernière. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un intérêt aujourd'hui à faire du good. Moi, j'aime bien cette expression, good for the people, good for the planet et good for the profit. Enfin, voilà, c'est trois dimensions qui marchent ensemble. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention très éclairante. C'était passionnant à titre personnel. J'espère que ça a passionné aussi le public qui nous écoutait. Je dis merci aussi au public pour vos remarques et vos interrogations. C'était le dernier atelier de la journée.
Je vais donc peut-être laisser la parole à présent à Madame Pinel et Monsieur Claes pour le mot de la fin.